Salut, on se retrouve pour la deuxième vidéo de la journée sur la roue du temps. En effet, si vous n'avez pas vu la vidéo sur le premier épisode de la saison 3, je vous le mets juste là, et vous pouvez aller le voir juste après ou juste avant cette vidéo, c'est comme vous voulez. En effet, comme je le disais dans cette première vidéo, qui je pense est sortie hier au moment où celle-ci sort, puisque je pense pas qu'elle sortira ce soir, mais plutôt demain matin, j'ai découpé donc les épisodes, puisque ça faisait beaucoup pour un lancement, surtout que le premier épisode, comme je disais, se suffisait plus ou moins à lui-même, je trouvais, pour un redémarrage de saison, donc c'était pas forcé d'en mettre autant d'un coup à regarder, mais bon voilà, donc on a une deuxième vidéo sur les épisodes 2 et 3, qui pour le coup, comme je m'y attendais, comme je disais dans la vidéo précédente, étaient un peu moins denses, même s'ils étaient deux, puisque les personnages se séparent. Mais bon, ça, on en parle juste après. Évidemment, si vous ne l'avez pas encore fait, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce redémarrage de série, de saison. Mettez un petit like si la vidéo vous plaît, et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On est, au moment où j'enregistre, à moins de 10 abonnés du palier des 4000, donc le challenge de le faire avant la fin du mois est presque accompli, donc allez-y, soutenez en force. Surtout que là, la journée a été longue. 2 vidéos, j'avoue que j'étais pas encore habitué, donc donnez de la force, ça fait toujours très plaisir. Et sur ce, c'est parti. Alors pour commencer, deux petites choses dont j'ai à peine parlé et même presque que en négatif dans la vidéo précédente, c'est que malgré tout, malgré l'univers qui n'est pas forcément toujours parfait, même la qualité cinématographique n'est pas forcément toujours parfaite, on est malgré tout sur un univers qui est assez beau, assez coloré. Les costumes sont quand même, la plupart du temps, fonctionnent très bien. Dans la vidéo d'avant, je parlais sur la vision qu'a Egwene avec les 3 costumes de elle en Aes Sedai plus vieille et tout, que j'ai pas trop aimé, qui était un peu kitschouille. Mais pour le coup, là, clairement, on a à nouveau ces costumes qui étaient vraiment, je trouve, très sympa, assez immersif, malgré quelques-uns. Mais là pour l'instant je trouve que ça va vraiment bien. Et même au niveau des décors, encore une fois, on est sur quand même de la très bonne production design. Donc je voulais quand même le souligner avant de continuer avec ces épisodes là. Du coup ces 2 épisodes, comme je m'y attendais et comme probablement la suite de la série, avec la séparation des personnages, on a des petits arcs narratifs. Je vais essayer de traiter ça plutôt d'un bloc par personnage, par arc narratif, que faire tous les va-et-vient que nous fait la série, sinon ça avance pas, parce qu'en vérité il se passe pas forcément tant de choses que ça dans certains arcs narratifs notamment, surtout que là on est quand même très concentré encore sur ce qui se passe au niveau de la tour. Toutefois, ça commence avec un flashback à Caemlyn, donc 20 ans plus tôt, donc c'est la capitale d'où vient Elayne, puisqu'on voit le couronnement justement de sa mère. On découvre notamment que c'était une reine assez radicale dans ses prises de position et ses choix politiques, puisqu'elle gagne une guerre de succession pour accéder au trône, et alors que tous ses rivaux, tous les autres nobles, tous les autres héritiers potentiels plus ou moins prêtent allégeance, elle les fait tuer, comme ça elle est sûre que sa fille Elayne, donc que l'on connaît bien maintenant, ne sera pas contestée au niveau de son pouvoir. Donc pourquoi pas, ça montre direct que c'est une reine qui a beau être toute belle et tout, elle a plutôt un cœur de pierre qu'un cœur d'artichaut, donc voilà. Et très vite on a un raccord, en plus qui nous, avant même qu'on ait la réponse, on voit clairement qu'il y a un lien avec Elayne entre leurs cheveux et le fait qu'on a le petit raccord entre cette scène là et le présent où c'est Elayne qui est en train de briquer le sol ou un truc comme ça. Très vite on comprend que c'est sa mère qui arrive et tout, donc effectivement c'est sa mère. Elle débarque à la tour pour gronder Siwon qui a mis sa fille plus ou moins en danger, puisque c'est elle la responsable de toute façon, vu que c'est elle la grande chef. Et là ce qui était assez marrant justement avec ce côté politique un peu mesquin, j'irai pas jusqu'à dire féminin, mais quand même on sent que c'est pas la même manière de se faire la guerre que pour les hommes, surtout à ce niveau là, c'est plus dans la mesquinerie, avec l'histoire de la faire attendre derrière la porte, alors qu'elle fait rien de plus, hein. Elle aussi elle perd du temps, mais juste pour montrer qui c'est qu'elle est plus grosse, ou même un peu plus tard on a d'autres personnages qui s'envoient des petits tacles et tout, donc ça j'ai bien aimé retrouver ce petit côté là dans ces épisodes, surtout notamment avec les Aes Sedai à la tour. Et justement personnage qui fait un peu ça aussi plus tard dans l'épisode ou même dans l'épisode suivant, c'est l'Aja Rouge qui l'accompagne. Donc déjà moi quand j'ai vu l'actrice je me suis dit bon, ça prépare quand même du lourd je pense, et effectivement l'épisode semble plutôt le confirmer, puisque quand elle arrive elle a presque plus de charisme que la reine qui rentre après elle et tout, donc clairement on voulait nous faire passer un message. Et pareil en réponse, alors que la reine est en train d'engueuler la Myrline, Siwon, c'est carrément l'autre qui lui referme son caca et tout, donc on voit que malgré la défaite, malgré les adversités et tout, elle a quand même encore un peu de charisme et de pouvoir, donc ça c'est bien, parce que c'est vrai que le premier épisode nous avait vraiment montré un peu la déchéance pour ce personnage là, donc ça c'est plutôt cool. Surtout que la reine elle a une double couche de défaite entre guillemets, c'est qu'elle vient pour récupérer sa fille juste après qu'elle ait passé elle aussi son épreuve pour avoir son anneau, et sauf qu'elle décide de pas rentrer avec elle, donc clairement la reine elle a pas passé le meilleur week-end de sa vie, à l'inverse justement de ses fils dont on reparlera un peu plus tard, puisque justement la reine voulait récupérer sa fille notamment parce qu'elle craint pour l'héritage, pour la passation de pouvoir, pour même qu'on s'en prenne à la vie de sa fille puisque c'est l'héritière, parce qu'apparemment il y a la révolution qui gronde dans son pays. Donc elle a réussi à écourter
les têtes des nobles pour s'assurer la paix, mais par contre le peuple c'est un peu plus compliqué parce que si on tue tout le monde à la fin il n'y a plus personne sur qui régner. Donc il y a plus ou moins une révolte un peu populaire, un peu ouais c'est ça, du peuple, donc à voir ce que ça va donner. Et de toute façon Elaine a décidé de ne pas y aller, donc probablement qu'il va se passer quelques petits retournements de situation politique à ce niveau-là, peut-être même que par rapport à soit Rand quand il sera enfin prêt à prendre un peu le pouvoir, soit à l'inverse avec les rejetés du ténébreux et tout, peut-être qu'il y aura des alliances qui se feront, donc intéressant, même si c'est pas non plus ce qu'il y a de plus intéressant je pense dans cette saison à voir. Et justement comme je parlais un peu plus tôt des deux princes qui s'amusent beaucoup, il y en a un autre qui essaye en tout cas de s'amuser dans la tour, c'est Matt qui du coup est là pour être soigné par les Aes Sedai qui essayent de lui enlever les visions, le lien qu'il a en fait avec les esprits qu'il a réveillés lorsqu'il a soufflé dans le corps. Et en même temps, il essaye de draguer un petit peu les jeunes novices et compagnie, surtout en se la pétant à Donf et en montrant à tout le monde le corps et en racontant que si, que mi, que c'est un héros, tout ça. Donc on a toujours le Matt qu'on avait plus ou moins appris à connaître quand il n'est pas dans le mal, encore une fois. Et du coup, Nynaeve est elle aussi avec Elaine et compagnie dans la tour, sauf que malheureusement on n'a pas encore beaucoup d'interactions avec Nynaeve, parce que c'est ce à quoi je m'attendais, machin, mais finalement la fin du troisième épisode sauve un peu le truc, puisque quand Nynaeve et tout ça partira dans sa mission, il y a Matt, super Matt même, qui va les rejoindre, puisque justement frustré parce que alors qu'il essaye de s'envoyer les filles, les novices et tout, c'est les deux princes autour qui ont fait la petite scène de musculation virile, enfin de bataille, bagarre virile avec des muscles tout brillants, parce que évidemment il fallait une scène quand même pour que les publics féminins puissent aussi s'en mettre plein la vue. Nous on peut pas trop, en tout cas dans cette série, mais pour les filles il y a aucun souci, donc allez-y, profitez-en, surtout qu'ils sont très 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 sexy, donc allez-y, profitez-en. Et par contre le pauvre Matt, du coup il rentre bredouille, il dort sur la béquille comme on dit, puisque les princes ont fait meilleure impression que lui. Mais très drôle, bon, outre le côté qui râle et qui voilà, donc ça c'est du Matt plus ou moins tout craché, surtout par rapport au bouquin, je me souviens de lui, il a bien ce côté là un petit peu sale gosse quoi, parfois. Et du coup à la fin on a quand même ce moment assez épique où il l'invoque plus ou moins, il se recentre on va dire sur les esprits qu'il a en lui et il leur met une boîte aux deux princes. C'est très sympa, surtout qu'il se bat avec un bâton alors que les autres sont avec des épées et on se dit bon il va se faire défoncer comme tout le temps depuis le début de la série et tout. Et non, en fait ça y est, il est enfin devenu un bon guerrier badass. Du coup il gagne le droit d'accompagner Nynaeve et Elaine dans leur mission dont on parle tout de suite. Non, d'abord on va parler vite fait de Min aussi, qui est un personnage qui revient enfin dans la série parce qu'on l'avait pas vu il me semble, ou aperçu peut-être dans le premier épisode, mais il me semble pas l'avoir vu. Et du coup là elle réapparaît, petit costard blanc très androgyne et tout, donc pourquoi pas. Elle se fait passer pour une servante et elle s'infiltre plus ou moins dans la tour, tout ça. Donc elle a complètement retourné sa veste, ce qui est cool. En même temps on n'en doutait pas puisque c'est un personnage qui était présenté comme assez positif, assez lumineux, assez solaire, même malgré son pouvoir qu'elle aime pas, mais au final il est utile, il est tellement cheaté que voilà. Elle essaye de se remettre en place par rapport à ses pouvoirs et tout. Il n'y a pas vraiment de solution, le ténébreux était plus ou moins le seul à pouvoir faire quelque chose pour ses pouvoirs, donc à l'inverse la Myrline l'embauche plus ou moins pour qu'elle s'infiltre en tant que servante auprès de donc la nouvelle de l'Aja Rouge là qui est arrivée, Elaida, et pour essayer un peu de comprendre ce qu'elle fait, de l'espionner, machin, tout ça. Bon, ça c'est assez classique. On a toujours ces petites scènes assez drôles où elle interagit avec Matt justement comme dans la saison 2 quand ils se sont rencontrés dans la cellule et tout, sauf que là bon il est dans une plus jolie chambre effectivement, même s'il a des voisins un peu bruyants. Il y a un moment très sympa notamment par rapport à Min, c'est que donc la Myrline et les autres Aes Sedai viennent notamment la voir pour lui demander, c'est un peu la solution de dernier recours, même elles ont pas trop envie de le faire et elles ont surtout pas trop envie que ça se sache parce que ce serait avouer qu'elles sont pas toutes puissantes et tout ça. Elles vont demander à Min en fait de leur faire des prédictions et clairement elle va leur prédire une chose, c'est la guerre. On ne sait pas quelle guerre, quand, mais ce sera probablement la guerre, la grosse guerre que tout le monde attend des ténèbres contre la lumière évidemment. Et donc elle s'infiltre après ça au niveau au service de l'Aja Rouge comme une espèce de servante, de suivante, qui a l'air d'être malade et qui a l'air d'être un peu, pas forcément toujours bien retenir ses émotions, notamment quand on la voit être malade, parce que c'est ce qui la touche personnellement. Mais à l'inverse on a une personne qui est ultra charismatique, manipulatrice, une très bonne politicienne, ça se voit venir à des kilomètres. On apprend même que c'était l'ancienne dirigeante de l'Aja Rouge, qui aujourd'hui d'ailleurs est dirigée par une des Blacks qui était à la Réunion, qui s'est battue contre l'Aja Noire, qui a du coup pris la place de Liandrine, sauf que clairement, d'ailleurs elle lui dit, Elaida, elle lui dit, il y a ceux qui en gros ont atteint ce statut parce qu'elle le méritait, et il y a toi parce que toi, juste tout le monde est mort au-dessus de toi et qu'il restait plus que toi. Donc c'est pas très cool, ce qui va permettre évidemment de la manipuler et de lui faire naître un peu du doute et tout par rapport à la Myrline et compagnie, puisque clairement elle est là pour foutre le bordel. Elle veut retourner plus ou moins l'Aja Rouge, ou en tout cas ramener
ramener la Rouge à ce qu'elle était dans son essence la plus pure, à savoir éliminer les hommes et notamment le dragon et couper son lien avec la magie, ou en tout cas l'enfermer, quoi. Ce qui du coup n'annonce pas forcément du très bon pour Rand et les autres, même pour Moiraine et compagnie, sachant que la Tour Blanche et les Aes Sedai sont déjà très affaiblis. Là il y a une faction un peu radicale, mais pas autant certes que la Noire, mais qui va naître au sein de la Tour, mais qui elle du coup n'étant pas radicale va pouvoir faire naître de la dissension et compagnie. Donc clairement c'est pas fini, c'est pas terminé les intrigues politiques à ce niveau là. Entre ça et la reine, je pense qu'on va être servi dans cette saison, puisque comme je disais aussi dans la vidéo d'avant, c'est que on est clairement sur la saison de les gens vont devoir faire des choix entre choisir le camp du bien ou le camp du mal, et ceux qui vont pas vouloir faire de choix ou qui vont faire le mauvais, ça va être plus compliqué pour eux. Et sinon pour terminer aussi avec Mat, j'ai beaucoup apprécié son évolution, au-delà de son côté badass dans les combats qui s'avérera très utile, hein, c'est sûr, surtout avec les deux meufs qui savent pas se défendre, dont une des deux qui sait plus faire de magie. Mais j'ai trouvé très sympa notamment la conversation qu'il a avec la Myrline, hein, justement Shivonne, qui lui en gros le remet déjà à sa place, donc ça c'est très drôle par rapport au fait qu'il fanfaronne avec son corps et compagnie pour draguer. Mais surtout quand elle lui pose la question de est-ce qu'il est héroïque, est-ce qu'il est un héros, est-ce qu'il saura être un héros au moment donné, au moment opportun, il répond tout simplement non, je suis pas un héros, je fais juste ce que j'ai à faire quand je dois le faire. Et je trouve ça très sympa parce que justement déjà il se démarque par rapport aux autres personnages, à ses autres amis d'enfance qui ont tous un destin de par leur naissance presque, ou en tout cas c'est pas forcément quelque chose qu'il contrôle, alors que lui il est là par ses choix. Certes, beaucoup de mauvais choix depuis son enfance, mais il est là par ses choix. Et du coup, j'ai trouvé ça très sympa de voir un Mat qui est conscient de ses limites. Il a beau un peu se la péter et tout, en vérité, il sait qui il est réellement, il sait qu'il a pas tant malheureusement de valeur que ça, ou en tout cas à ses yeux il en a pas tant que ça, et du coup il est conscient de ses limites, et j'ai trouvé ça très intéressant. J'espère que ça va se développer. En plus là justement quand il va partir avec les filles, j'ai vraiment hâte de voir la relation évoluer entre Nynaeve et lui. Comme je disais tout à l'heure ce matin, leur relation est presque maternelle au final. Elle a vraiment un rôle presque de grande sœur par rapport à lui, un peu comme avec les autres, mais vraiment avec lui j'ai vraiment ce sentiment là, notamment depuis son retour à la fin de la saison 2 et surtout là depuis le début de la saison 3. Donc je pense que ça va être plutôt pas mal à étudier, surtout que en plus ils sont pas partis pour cueillir des fleurs, ils sont partis parce qu'en fait en gros la Myrline elle fait plus confiance à personne, même à celle à qui elle peut faire confiance clairement puisque c'est celle qui la soutiennent depuis le début, mais par contre elle fait confiance aux deux jeunes, Elaine et Gwen, mais surtout Nynaeve puisque Gwen elle est partie, et comme elle leur fait confiance, elle leur demande de ne pas, déjà à Elaine de ne pas partir, et surtout elle leur confie une mission, à savoir d'enquêter sur qui seraient encore les autres membres de la Jade Noire toujours infiltrés dans la tour, et de faire la chasse à Liandrin, ce qui est quand même une mission, comme je disais tout à l'heure, un petit peu ambitieuse pour deux petites novices comme ça, mais en même temps elle leur a seulement demandé réellement de juste enquêter et d'obtenir des informations pour justement après je pense agir et envoyer des femmes peut-être plus compétentes. Mais bon, elles font leur enquête. Déjà ça commence mal parce que presque elles en sont à faire de la torture au niveau des interrogatoires des deux prisonnières, tout ça, donc presque à devenir ce qu'elles combattent. Au final ça passe assez vite par 2-3 vite fait manipulations mentales. Elles arrivent à obtenir les informations qui ne sont pas les mêmes. Au final les deux ont menti, donc pourquoi pas, temps perdu mais pourquoi pas. Et plus tard elles découvrent vraiment les véritables intentions et surtout la véritable destination de Liandrin, parce que ça y est, je me souviens enfin de son nom, ils l'ont prononcé dans l'épisode 2. Elle la localise, sauf qu'au lieu d'en parler à la Merline ou à n'importe qui d'autre, ou même à Moiraine, que sais-je, hein, ben non, elle décide de partir, de faire le mur et d'aller l'affronter ou la capturer, ou j'en sais rien, ou juste confirmer qu'elle est là peut-être. Et du coup Mat part avec elle puisqu'elles vont avoir vraiment besoin de renfort, surtout que Nynaeve ne sert plus à rien. Peut-être qu'elle va enfin avoir un déclic qui va la réveiller, mais pour l'instant elle ne sert pas à grand chose. Après elle sait quand même se défendre un petit peu, c'est pas une plante verte, mais elle sert pas à grand chose pour le moment. D'ailleurs pendant ces petites phases d'interrogatoire et tout, on a appris 2-3 petites infos sympas qui je sais pas si elles sont vraies du coup vu que c'est des menteuses, mais le coup des chœurs organisés par 3 sœurs noires qui en connaissent qu'une seule de l'autre cercle et tout, j'ai trouvé ça assez sympa. Si ce sera exploré plus tard peut-être, pourquoi pas, notamment avec les espionnes qu'elles essayent de repérer qui seraient encore dans la tour et tout, donc ça pourrait être sympa à étudier, à approfondir tout ça, surtout qu'en plus on a le côté, Nynaeve nous l'a avoué, elle a des sentiments mitigés par rapport à Liandrin, donc forcément un petit peu par rapport à son idéologie, même si clairement son idéologie elle la rejette, mais c'est surtout par rapport à la personne qu'elle a des sentiments mitigés, on sentait même nous qu'il y avait un lien qui se créait entre elles, il y avait une espèce d'honnêteté. Liandrin a reconnu la valeur de Nynaeve et sa puissance potentielle, et elle l'a un peu prise sous son aile par moment, elle l'a même protégée en lui donnant quelques bons conseils, donc il y a clairement une relation qui s'est créée. Ça va être compliqué au moment où elles vont se recroiser, et en même temps d'un autre côté,
comme lui dit aussi, je crois que c'est la Myrline aussi, encore une fois, qui lui dit, elle ne l'a pas tué. Liandrine n'a pas tué Nynaeve alors qu'elle en avait l'occasion. Donc il y a aussi ce côté de l'autre côté où elle essaye de la protéger, peut-être pour la prendre sous son aile, peut-être parce qu'elle reconnaît vraiment tellement sa valeur qu'elle veut absolument pas la faire mourir. Elle préfère vraiment l'amener dans son côté. Allons savoir, peut-être. Et enfin, tant qu'on est encore sur Liandrine, on la voit un petit peu. Donc déjà pareil, au niveau des costumes, là on est retombé sur du côté un peu bric et broc et tout, mais elles ont gardé toutes leurs couleurs, donc c'est assez marrant, même si ça a plus la même classe que ça avait avant. Mais ça colle avec la ville dans laquelle elle se trouve. Je me rappelle plus le nom de la ville, mais ils en reparleront dans les prochains épisodes, donc je m'en souviendrai à ce moment-là. Mais du coup, elles arrivent, et là, on en apprend à nouveau un peu plus. On en avait déjà appris un peu plus dans la saison 2 par rapport au passé de Liandrine, notamment par rapport à son fils, qui est mort. Et là, on apprend carrément comment son fils est né, qui était son père, etc. Les pratiques un peu douteuses, clairement douteuses, des hommes dans cette ville, dans cette contrée, pays, région, peu importe, où Liandrine vient de se rendre, machin. D'ailleurs, elle sauve une gamine qui était sur le point d'être épousée de force, avec du consentement. Et donc, c'est assez jouissif, en vrai, de la voir faire ça. C'est toujours, en même temps, c'est toujours cool de voir des personnages méchants être vraiment méchants à fond, surtout quand ils ont raison d'être de commettre des meurtres, clairement. Donc là, le mec l'avait clairement cherché. Et la clique, l'agent noir, semble s'installer dans cette ville, parce que aussi, il y a cette histoire de lien avec les objets que l'autre a volés, qui d'ailleurs semble être réellement une spécialiste de l'effacement de la mémoire, ou en tout cas de la manipulation de la mémoire, puisque un des objets qu'elle a volé, c'est un espèce de bracelet, et ce serait du coup le bracelet qui va avec un collier qu'elles sont parties chercher justement à cet endroit-là, qui permettrait de contrôler non pas une femme, Aes Sedai, mais un homme, donc le dragon. Donc là, encore une fois, ça va amener des trucs vraiment intéressants, même s'il y a moyen qu'au final, elle ne s'en serve pas sur le dragon, parce que ce serait un peu cheaté, et puis ce serait un peu la fin du game surtout, à moins que ça fonctionne pas, ou pas bien, ou qu'ils réussissent à briser l'emprise, je ne sais pas. Mais ça se trouve, ça pourrait être utilisé sur un autre utilisateur, une autre personne qui finirait par canaliser et du coup servir plus ou moins le bon côté. Donc j'ai pas encore perdu espoir sur ces personnages qui sont très intéressants et qui clairement seront probablement parmi les plus intéressants de cette saison, je pense. Et en parallèle de tout ceci, donc on a retrouvé rapidement au début de l'épisode 2 une partie de la clique, donc Moiraine, Lan, Rand et Egwene, et la Yel, dont je ne me rappellerai pas le nom, je cherche même pas, qui voyage un peu style communauté de l'anneau dans le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, avec des jolies montagnes et tout. On a même la petite scène d'entraînement avec Lan, avec les filles qui discutent un peu plus loin et tout, donc vraiment on reste très, je trouve, dans l'iconographie, mais ça colle à l'univers et ça colle à l'ambiance. C'est même très coloré, là, comme je disais au début de la vidéo. La nature est très saturée, très vibrante. Les lumières sont très sympas. On a 2-3 fonds verts, j'ai l'impression, ou alors c'est vraiment juste la lumière qui est trop baveuse. Mais il y a des fois où le fond vert, il semble visible en tout cas, si ça en est un, parce que ça a l'air à la fois d'un studio avec un fond vert ou un jardin très mal fait, notamment quand Perrine il est au milieu des amandiers ou des pommiers, je crois, des pommiers, un truc comme ça. Bref. D'ailleurs, on a enfin eu, comme je disais, Lan qui s'entraîne avec Rand à l'épée, parce que c'est un truc qui, moi je m'en souviens, c'est presque un des rares trucs dont je me rappelle, c'est Rand avec son épée qui normalement est une épée à la grue, qui appartenait à son père, mais qu'en fait c'était pas celle de son père, enfin si, qui appartenait à son père, et qui normalement justement il y a un truc, quand Rand il s'entraîne à l'épée, il y a un truc qui se passe, il est à l'aise, là il essaye vaguement d'en parler. D'ailleurs j'ai trouvé aussi très sympa la discussion qu'il a eu avec Moiraine, où il parle de l'équilibre entre la lumière et les ténèbres en lui, avec le fait qu'il ait accès aux deux sources, dont une des deux qui est contaminée par le ténébreux, et j'ai trouvé ça vraiment cool, la description qu'il en fait en fait de ce lien qu'il a avec les deux sources du pouvoir. On sent que Moiraine, elle va continuer à jouer son rôle de mentor avec Rand, mais aussi avec Egwene, puisqu'elle parle notamment de ces bleus qui apparaissent pendant ses cauchemars, tout ça. Et d'ailleurs, on en apprend beaucoup plus à ce niveau-là, puisque on se rend compte plus ou moins, sans être sûr à 100%, que ces cauchemars seraient peut-être provoqués par Lanfear, que j'ai appelé Selene dans l'épisode précédent, parce que c'est le nom qu'elle avait donné à Rand, et je me rappelais plus du tout de son vrai nom, Lanfear. Mais du coup, on sait pas trop, parce qu'elle était présente dans le rêve d'Egwene, mais est-ce qu'elle était là en tant que témoin pour voir pour se moquer ou pour jubiler ou j'en sais rien, ou est-ce qu'elle crée cette détresse, cette souffrance, et est-ce qu'elle serait vraiment la cause de pourquoi Rain réussit à la blesser dans ses rêves, alors que l'autre lui dit un peu plus tard que si elle peut la blesser, c'est qu'elle est pas morte, alors qu'on l'a vu mourir clairement, donc ça me semble étonnant. Donc je me dis peut-être que c'est au final Lanfear qui lui donne de la matière, de la conscience, de la consistance pour qu'elle puisse traumatiser, ou en tout cas occuper Egwene dans ses cauchemars, parce que pendant que sa meuf elle est en train de traumatiser, de vivre les pires moments de sa vie en boucle
dans ses cauchemars, et Rand lui il vit ses plus beaux couchers et levées de soleil avec son amante Lanfear donc, et vas-y qui discute de comment il va pouvoir la sauver. Bon là sur la fin c'était vraiment intéressant parce qu'elle avait l'air de lui donner des informations, donc est-ce que c'est de la manipulation encore une fois, ou est-ce qu'elle veut vraiment changer de camp entre guillemets parce qu'elle se rend compte que au final tous ses alliés c'est des enfoirés et qui sont là que pour leur propre intérêt et qu'elle va finir par être trahie parce qu'elle perd ses soutiens et qu'au final à part Ishamael et non pas Ishmael elle a plus de soutien, donc ça va être compliqué, surtout que le Ténébreux ne semble pas être décidé à choisir son nouveau Neblis qui semble être en gros son lieutenant, son numéro 1, ce qu'était Ishamael avant, donc il semble pas encore être décidé, donc là ça va être de leur côté, alors que du côté entre guillemets des gentils ou des neutres, ça va être choisir son camp. Ici ça va être qui va succéder à Ishamael pour devenir le damné numéro 1, le rejeté pardon, numéro 1 en français. Mais toujours concernant Hyguen, on n'est jamais vraiment sûr, on n'est pas en tout cas pour le moment vraiment sûr de si c'est elle qui a créé ses cauchemars ou si c'est Lanfear, parce que en même temps on découvre qu'elle a le pouvoir de voyager dans les rêves, puisque à un moment elle fuit en gros Rain et elle se retrouve à un autre endroit et elle rencontre une vieille femme, et il se trouve que cette vieille femme c'est Laëlle qui vont rencontrer genre 1 ou 2 jours après, donc elle va lui dire mais c'est toi qui es rentré dans mon rêve et pas l'inverse, donc elle va plus ou moins lui indiquer que elle a ce pouvoir là, sauf que petite chose par contre c'est qu'elle lui dit je t'apprendrai à te protéger parce que c'est un pouvoir très puissant et surtout très dangereux, mais pas aujourd'hui, on ferait ça dans quelques jours, en attendant dors, prends des risques et on en reparle dans quelques jours. Donc ça à nouveau pas très bien écrit je trouve, c'est un peu dommage, même si c'est juste pour qu'en gros le rythme de la série se fasse. Donc en gros elle va apprendre à voyager dans les rêves grâce à cette Aiel et potentiellement à une autre matriarche, puisque il y en a une autre apparemment qui possède le même pouvoir, donc une fois qu'ils seront arrivés à la capitale un peu philosophique des Aiel, travailler sur ce truc là pendant que de son côté Rand fera ses trucs de dragon de Karakar. Et sinon dernier petit arc qui a été assez rapide mais quand même toutefois intéressant, c'est l'autre côté de la bande, donc Perrine, le bâtisseur et les 2 autres Aiel qui sont retournés. Alors j'ai pas compris pourquoi, mais ça va forcément être expliqué à un moment, à part que Perrine veut aller faire le deuil de sa femme, j'ai pas encore trop compris l'intérêt de pourquoi il allait là-bas. Maintenant qu'il y est, il y a des intérêts, mais pourquoi, quelle était la raison qui l'a poussé à y aller, j'ai pas encore compris malheureusement, donc si c'est votre cas, expliquez-le moi. Mais en gros, ils utilisent un portail, donc déjà cheat code, il n'y a plus besoin d'être Sedai ou en tout cas de pratiquer la magie pour ouvrir les portails, il suffit d'avoir une clé en forme de feuille là, donc petit cheat code, mais ça permet de gagner du temps sur le récit, probablement sur le rythme. Ils parlent de Manétheren, donc c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'ils arrivaient à Deux-Rivières, puisque c'était l'ancien nom du territoire de Deux-Rivières, tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que dès qu'ils arrivent, ils n'ont pas zappé le côté les fantômes du passé, donc il est clairement venu aussi pour ça, puisqu'il revoit, il réentend un peu la mort de sa femme et tout, donc c'est intéressant. Surtout que j'étais passé complètement à côté dans la vidéo précédente, c'est qu'en fait la bague qui s'est cassée quand il a arrêté la hache, donc grâce à qui il a pu arrêter la hache aussi, en fait c'est son alliance. Donc il va l'enterrer auprès de sa femme ou que sais-je, de l'arbre qu'a planté sa femme ou un truc comme ça, pour essayer de finaliser, de finir de faire son deuil. Et comme par hasard, pouf, juste après il fait une rencontre intéressante, même si je la trouve très très suspecte, cette petite meuf qui vient d'apparaître. Elle a l'air assez sympa, assez fun, mais justement un peu trop sympa et un peu trop au courant de trucs aussi. Donc pour moi elle est encore très suspecte, sachant qu'il y a toute une intrigue qui va se développer. Encore une fois c'est toujours autour de Perrine, puisque c'est lui c'est autour de lui que ça gravitait aussi déjà dans la saison 2, avec les capes blanches, et notamment le taré, le Renoir là, avec la mèche blanche et tout, qui lui est complètement fanatique. Et ce qui est étonnamment, c'est qu'il y a le fils du grand général, ou que sais-je, qui a été tué par Perrine dans la saison 2, mais lui il a pas l'air hyper motivé à le capturer, à le tuer, ou en tout cas faire des trucs de manteau blanc radicaux, extrémistes. Donc personnage aussi qui je pense deviendra intéressant avec le temps. Et rapidement évidemment, coïncidence des coïncidences, qui n'en est sûrement pas une, mais bon voilà, on sait pas trop pourquoi. Il y a Elana, un truc comme ça, celle qui avait 2 champions, dont un qui est mort malheureusement dans l'épisode d'avant, qui se retrouve là, à Deux-Rivières, mais même avant Perrine. Et quand Perrine arrive, c'est genre en mode oh, quelles étaient les chances de se retrouver là? Ben mec, meuf, j'habite là, enfin je viens d'ici, donc c'est même plutôt l'inverse quoi. Donc voilà. Sinon, petite parenthèse, je me suis tapé 1 million de pubs, et même des pubs notamment pour la série que j'étais en train de regarder, donc ça c'est complètement débile, Prime Video fait tout le temps ça, mais surtout j'ai eu des pubs pour les Anneaux de Pouvoir, et en vrai, c'est vrai qu'on sent que le budget est pas tout à fait le même, mais je trouverais avec le recul presque cette nouvelle saison de la Roue du Temps plus jolie que la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Donc à voir, à débattre et à voir sur le long terme et tout avec le recul, mais j'ai vraiment l'impression que c'est plus joli en tout cas, et que c'est moins
je sais pas, il y a moins ce côté qui m'a dérangé peut-être dans les Anneaux de pouvoir, même s'il y a des fois où c'était joli, il y avait des fois où c'était dégueulasse. Et là pour l'instant je trouve que c'est quand même plus beau, même si c'est aussi beaucoup plus simple. Même si encore une fois en termes de décor et d'environnement, ils font du très bon taf. Évidemment très hâte de savoir ce que ça va donner, bon, tout ce côté avec les Aiel et Rand et compagnie, mais surtout j'avoue que je suis très curieux, comme je le disais, de l'histoire de Liandrin avec le bracelet, et évidemment les trois autres qui vont se lancer à leur poursuite, tout ça. Même le côté politique de la tour semble très intéressant, donc au final une saison qui a vraiment bien démarré avec le premier épisode qui était vraiment cool, et là 2 épisodes qui sont certes moins ouf, moins palpitants, avec de très bonnes choses, toujours des trucs intéressants, et qui continuent de développer ce que la 3e saison nous promet pour le moment. Donc vraiment plutôt satisfait, et étonnamment j'ai vraiment l'impression, ou alors c'est juste que je m'en souviens pas assez et que du coup je prends ça avec plus de fun et plus de plaisir, mais j'ai vraiment l'impression d'être enfin emporté par l'univers et par la série, alors que dans la saison 2 déjà c'était mieux que dans la première saison. La première saison j'avais vraiment eu du mal, c'était très mou, très fade aussi. La saison 2 c'était beaucoup mieux, un peu plus palpitant sans être dingue en termes d'écriture, et là j'ai l'impression d'être un peu plus dedans. Donc on va voir si ça continue comme ça pour le reste de la saison. J'ai encore aucune info, j'ai même pas le temps de vérifier aujourd'hui au niveau des diffusions de la semaine prochaine et des semaines suivantes. Donc dites-moi toujours si ça vous plaît quand je sépare les épisodes comme ça, ou si au contraire vous préférez que je fasse un groupir là, comme dans cette vidéo là avec les épisodes 2 et 3, sachant surtout que c'est parce que le premier épisode était quand même très dense et on aurait perdu beaucoup d'informations, ou alors la vidéo aurait été beaucoup trop longue si j'avais fait le premier épisode en détail avec tout ce qu'il y avait d'intéressant à dire, plus ce que je viens de dire là dans cette vidéo là, qui n'est pas forcément intéressant. C'est à vous de me dire ça dans les commentaires, et avec un petit pouce si c'est pas déjà fait, merci d'avance d'ailleurs, et voilà. Donc sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère encore une fois qu'elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, on a bientôt, si ce n'est pas, ça se trouve c'est peut-être déjà le cas quand vous regardez la vidéo, dépasser le cap des 4000 abonnés, et sur ce je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Anakaland. Bye.